Lundi 3 juillet, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, un mouvement de grève au CHU. Pas assez de lits, de civières ni de médecins. Le personnel dit stop. Les services sont perturbés pendant au moins 2 jours en écho au mouvement de grève nationale. La production de miel continue de baisser en Martinique. Déjà 5 ans que ça dure et l'année 2023 ne s'annonce pas mieux. Nous irons à la rencontre des professionnels. Le roi du Pays-Bas présente ses excuses pour l'esclavage, une déclaration inédite à l'occasion des commémorations de l'abolition dans le pays. Elle a fait réagir jusqu'au Suriname, ancienne colonie. Et puis pour finir, le petit coucou de Meryl depuis la scène nationale. La chanteuse martiniquaise est en tournée depuis mars, 40 dates à boucler, dont les Eurokéennes de Belfort ce week-end. Niveau supérieur, la base fan est en train de grandir pour Meryl. Il fallait prendre son mal en patience aujourd'hui aux urgences de la Ménard. Seule une dizaine de professionnels pour accueillir les patients. Le personnel est en grève. Il dénonce un manque de moyens, de médecins. C'est le reportage de Franck-Edmond Mariette et François Marlin. Cette plateforme des urgences du CHU de Martinique, en principe réservée aux nombreuses rotations des ambulances, est depuis plusieurs mois transformée en zone de stationnement prolongé car la prise en charge des patients serait interminable. Très longue, très longue. Moi, je pense que c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de brancard et le manque de personnel. Suite au Covid, le manque de personnel et le manque de brancard, du coup, on est obligé d'attendre. Donc, nous, on en pâtit et les patients pâtissent 2 fois plus. Manque de lits, perturbant ce service des urgences. Manque de praticiens. Sur 27 médecins urgentistes, il n'en reste plus que 11. Une situation particulière qui contraint ces médecins à participer à cette grève nationale de 24 heures. Pour montrer le ras-le-bol des praticiens hospitaliers, pour montrer le ras-le-bol aussi des médecins urgentistes, pour dire à nos tutelles, attention, ça ne va pas suffire, il va vraiment falloir nous aider, il va vraiment falloir faire quelque chose et pour les urgences et pour l'attractivité de notre fonction, parce qu'on voit beaucoup de médecins, moi j'ai quasiment la moitié des médecins avec qui j'ai commencé qui ont fini, qui ne sont plus là, qui sont partis soit dans le privé, soit faire autre chose, qui est devenu une chose improbable. Face à cette situation de dégradation du milieu hospitalier, ces médecins ne cachent pas leurs inquiétudes pour les mois à venir. Là, je suis très inquiet pour le mois de juillet, je suis encore plus inquiet pour le mois d'août parce que on a eu pas mal de départs en fin d'année. On aura quelques arrivées mais qui ne vont pas combler le nombre de départs, ce qui fait qu'on a été un petit peu en train de toujours de courir derrière le wagon qui est en marche, lui, et on n'arrive pas à remonter dessus, quoi. Cependant, l'Agence régionale de santé met en place un dispositif permettant de prendre en charge les urgences durant cette grève, mais elle conseille surtout aux patients de se rapprocher de leur médecin traitant ou encore de composer le 15. Les greffiers aussi sont en colère. Comme leurs confrères de l'Hexagone, ils dénoncent le projet de nouvelle grille salariale présentée par le gouvernement. Certains bénéfices dus à l'ancienneté pourraient disparaître avec des conséquences sur les salaires. Au tribunal judiciaire de Fort-de-France, quasiment tous les professionnels étaient mobilisés ce matin. Catherine Pincemin, représentante du syndicat UNSA, répond aux questions de Patrice Châteaudégat. Le mouvement, il est dû à la nouvelle grille en fait, que le ministère nous a donnée il y a peu de temps. C'est la grille en fait nous fait monter notre point d'indice et nous fait baisser en échelon. Ça fait qu'on va avoir une augmentation ridicule pour une baisse d'échelon. Ça veut dire qu'on va perdre en année d'ancienneté. On perd, certaines perdent 3 ans et vous avez d'autres personnes qui perdent jusqu'à 8 ans d'ancienneté. On est là aussi surtout pour nos conditions de travail en plus parce qu'on a du matériel obsolète, on a une surcharge de travail, les greffiers sont fatigués et on aimerait avoir quand même un petit peu de meilleures conditions de travail. Un autre corps de métier en souffrance, les apiculteurs. Voilà 5 ans que la production de miel ne fait que baisser sur le territoire, conséquence du changement climatique. Et cette année ne s'annonce pas mieux que les autres. Caroline Antich-Martin et Marc Balsa. On donne toujours un peu de fumée dès l'arrivée dans le rucher, pour surtout informer les abeilles que nous sommes présents et qu'il y a de la visite. Et comme ça les calme. Ne pas déranger les abeilles, c'est la règle d'or des apiculteurs. Objectif, éviter les piqûres et surtout ne pas perturber ces insectes déjà très affectés par les aléas climatiques. En cette saison, ces ruches devraient être gorgées de miel. Hélas, c'est loin d'être le cas. Le pic de la saison, c'est avril-mai. Et là, juin, très peu de miel sur cette région. Donc voilà. Donc par contre, sur d'autres régions, il y a eu quand même un pic très fort. Mais ici, au cœur de la mangrove de Génipa, pas de récolte pour l'instant. Pire,
pire, les abeilles consomment le peu de miel qu'elles ont produit. Les parties du bas, on voit bien qu'elles ont des operculés pour puiser, consommer dans leurs réserves. Voilà. Alors que normalement, tous les caves devaient être remplis puis operculés comme ça. Un phénomène hélas récurrent. En 5 ans, la production de miel aurait chuté de 50%. Pour pallier les pertes, le Conseil territorial vient de voter une aide forfaitaire d'urgence de 3 000 € par apiculteur. Ces derniers espèrent un soutien public supplémentaire pour financer leur matériel, cher car importé, et du sirop, indispensable en ces temps de disette. De façon à pouvoir nourrir les abeilles, puisqu'il faut les aider. Parce que si entre-temps vous avez une nouvelle floraison, il faut qu'elles aient de quoi, qu'elles soient en capacité d'aller butiner les fleurs. Donc tout ça c'est un coût. Donc qu'il nous faudra chiffrer et puis voir avec les autres collègues, voir comment s'organiser. À défaut d'aide, les apiculteurs devront diversifier leur production. C'est déjà le cas pour beaucoup d'entre eux. L'apiculteur, il n'est pas là pour... il veut vivre effectivement de son métier, mais c'est avant tout une passion. Donc il y en a qui vont très certainement réduire sur leur activité pour faire autre chose à côté, pour pouvoir, et, si vous voulez, subvenir à leurs besoins. Mais c'est vrai qu'en général, il y en a aussi qui laissent, mais ils sont très rares. Une réunion est prévue demain dans le cadre du comité départemental d'expertise. Les 60 apiculteurs martiniquais y présenteront leurs doléances dans l'espoir d'exercer sereinement leur métier. Et pour les secteurs impactés par le chlordécone, le gouvernement promet des aides financières, annonce du ministre des Outre-mer lors de son passage chez nous la semaine dernière. Alors qui est concerné? Quelle forme prendront ces aides? Explication de Franck Zozor, Fabienne Léonce et François Marlin. Voilà les 4 mesures de ce plan chlordécone 4. La première, c'est que l'État prend en charge les surcoûts liés à la dépollution de l'eau potable. Les crédits sont disponibles. Les éleveurs, les marins-pêcheurs et la recherche font également partie des domaines qui seront financièrement aidés par l'État. Tout d'abord, les éleveurs. Leurs carcasses étaient détruites sans rémunération à l'abattoir quand celle-ci était positive au chlordécone. Les bêtes seront désormais testées avant l'abattage avec une prise de sang. Celles qui seront contaminées ne seront pas tuées. Nous allons mettre en place une prime à l'engagement pour les éleveurs qui s'engagent dans le dispositif. Et cette prime, elle va entrer en vigueur dès le 1er janvier 2024, mais sur l'activité 2023. C'est-à-dire que dès que les démarches vertueuses vont démarrer, ça pourra être pris en compte et donc l'éleveur pourra bénéficier d'une prime à l'engagement. Nous sommes au Lamentin, dans une boucherie très particulière. C'est celle de la CODEM, la coopérative des éleveurs de Martinique. Ces hommes font partie des administrateurs de cette structure qui compte 105 éleveurs. Ils fournissent 7% de notre production locale avec un savoir-faire particulier, la viande maturée. On a plusieurs temps d'affinage. Donc on a un affinage à 60 jours, 90 jours et même parfois plus. Et concernant les mesures gouvernementales, les représentants de la CODEM se disent satisfaits. Et de plus, ils vont les compléter. Suite à cette fameuse prise de sang, tous les bovins testés positifs au chlordécone seront placés dans un centre de sécurisation. Le temps pour ces bêtes d'éliminer le pesticide de leur corps. Nous avons une cartographie très précise des zones contaminées en chlordécone. Donc ces bovins-là vont rentrer dans ce centre de sécurisation et d'engraissement et afin d'être décontaminés ou prêts à être mis sous le marché local. Autre secteur, la pêche. Un dispositif existait déjà, mais trop compliqué à mettre en place. Il a donc été simplifié et sera opérationnel en 2024. Le professionnel de la pêche aura à faire sa déclaration de sécurité sociale, sa déclaration sociale, et ensuite l'aide sera calculée exactement au niveau du montant de ses charges sociales. Et donc, il suffira qu'il se déclare. Voilà un bon marin, voilà. Bravo. Souvenez-vous de cette image, elle date de janvier 2023. Le ministre sur une yole avec le président Cotrébil. Il semblerait que c'est à ce moment que les négociations auraient débuté pour simplifier les démarches pour l'obtention des aides. Elles devraient permettre aux marins-pêcheurs de remettre leurs entreprises financièrement à flot pour éventuellement aller chercher des fonds européens. Aujourd'hui, on est bien obligé de passer par ces plans-là pour rendre les entreprises éligibles. C'est tout à fait normal. Donc là, aujourd'hui, il y aura un allègement des charges et toutes les entreprises pourront bénéficier des fonds européens. Donc c'est étape par étape, hein, c'est tout à fait normal. Et enfin, dernière mesure, la recherche. Le montant des aides sera doublé. Objectif pour le ministère, trouver une solution rapide pour la dépollution des sols.
Et un autre fléau chez nous, la pollution due aux sargasses. Un congrès scientifique avait lieu ce week-end à Schellcher. L'occasion de faire le point sur les dernières recherches, mais aussi sur le programme Sargacare piloté par le CHUM. Résumé de Fabienne Léonce. Un ensemble d'experts mobilisés sur la question sensible des sargasses. Il s'agit ici de faire un état des lieux complet sur la recherche et d'engager de nouvelles voies d'études. Mais il y a d'abord ce constat, les échouements des algues sargasses ne prennent sens que dans le cadre d'un désordre planétaire. Cette prolifération des algues sargasses devrait faire partie, de mon point de vue, des espèces invasives. Le dérèglement climatique. Et la dernière cause, c'est la pollution. Toutes ces causes à l'altération de notre environnement, elles sont d'origine humaine. Donc ce sont des algues qui s'adaptent à leur milieu, qui couvrent aujourd'hui quasiment la planète entière. Ce sont des algues qui ont un mode de reproduction totalement asexué, c'est-à-dire qu'il suffit elles pratiquent ce qu'on appelle la reproduction végétative. Il suffit de casser une sargasse en deux pour avoir deux sargasses. Donc d'où la nécessité de ne surtout pas hacher les sargasses, puisque plus on les hache et plus on favorise justement leur croissance. L'enjeu de santé publique est majeur. L'étude Sargacare présentée ici montre ainsi la toxicité des algues sur les populations exposées. Sur le plan de l'interrogatoire des patients, on nous signale un certain nombre de signes cliniques, par exemple une toux, un essoufflement, éventuellement une espèce de production de crachin, si vous voulez, qui témoigne de l'atteinte du poumon. Donc ça, ce sont des signes qu'on appelle subjectifs. Et les derniers éléments que nous avons sont des éléments cette fois-ci objectifs qui sont faits à partir de mesures de la fonction respiratoire d'une part et d'autre part de l'inflammation du poumon qui montrent qu'il existe un authentique effet délétère de ces algues sargasses sur la fonction cette fois-ci ventilatoire et respiratoire. Il y a déjà eu une étude sur les femmes enceintes particulièrement vulnérables. Prochainement, les études porteront sur les asthmatiques, sur les écoliers et sur les personnes âgées. À ce stade, il existe peu de traitements. 350 personnes ont déjà été approchées par les médecins du CHUM. Et depuis l'ouverture de ce centre, une vingtaine de patients a été pris en charge. La carte scolaire de Martinique est sur le point d'évoluer. Un nouveau dispositif fait son entrée, le CLA, contrat local d'accompagnement. Il a été présenté ce matin. Plus d'aide financière, plus d'heures d'accueil en dehors de l'école, dans les secteurs dits proches de l'éducation prioritaire. Plusieurs établissements vont en bénéficier à Sainte-Marie, Rivière-Salée, Schellcher, Lamentin. Engagement signé par la rectrice d'académie, Nathalie Mons. On l'écoute au micro de Patrice Châteaudégard. C'est une nouvelle politique, c'est une expérimentation qui vise en fait à compléter les moyens que l'on donne déjà dans le cadre de l'éducation prioritaire. Vous savez que l'éducation prioritaire, c'est très important à Martinique puisque nous avons déjà 50% de nos collèges et de nos écoles qui sont en éducation prioritaire. Mais finalement, ça ne suffisait pas, parce qu'en fait, nous avions des établissements qui n'étaient pas en éducation prioritaire et qui pourtant accueillent des élèves qui sont en grande difficulté sociale et scolaire, ou nous avions des établissements qui sont déjà dans l'éducation prioritaire, mais qui avaient besoin d'un renforcement de notre aide. Et pour les enfants, un mot de cette maladie que l'on croyait disparue chez nous depuis plus de 80 ans. La scarlatine circule de nouveau sur le territoire. Toux, fièvre, nausées, éruptions cutanées. Les enfants de 5 à 10 ans sont plus touchés, précise l'article de Jeanne Cazé à retrouver sur notre site internet. Dans le reste de l'actualité, le roi du Pays-Bas adresse ses excuses officielles aux descendants d'esclaves. C'était le point d'orgue des commémorations de l'abolition de l'esclavage à Amsterdam. Ce samedi, des propos inédits qui font bien sûr réagir dans le pays, comme au Suriname, ancienne colonie. Kelly Pujard. Le roi des Pays-Bas savait son discours, très attendu. Il arrive 7 mois après les excuses présentées par le Premier ministre néerlandais pour le passé esclavagiste du pays. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. Aujourd'hui, en tant que votre roi et en tant que membre du gouvernement, je présente moi-même ces excuses. Et je sens le poids des mots dans mon cœur et mon âme. Pour s'adresser à tout le pays et particulièrement aux descendants d'esclaves, le monarque n'a pas choisi le 1er juillet par hasard. Depuis 60 ans a lieu la traditionnelle parade appelée Ketikoti, briser les chaînes en créole surinamien.
celle qui marque cette année les 150 ans de l'abolition effective de l'esclavage, 10 ans après la promulgation officielle. Il était temps. Il était temps de reconnaître leur culpabilité. Je n'accepte pas ces excuses. Le roi a dit quelque chose sur la guérison et la réparation, mais pas nécessairement sur les réparations, qui sont très importantes pour que notre communauté guérisse. Et je ne parle pas seulement des réparations monétaires, mais aussi institutionnelles et structurelles. Au même moment, au Suriname, lors d'une cérémonie officielle, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a rappelé que l'esclavage était un crime contre l'humanité, des propos salués par le président de l'ancienne colonie. Ces excuses sont un bon début pour la guérison et offrent également des opportunités pour la relance des relations entre nos pays qui resteront liés pour longtemps. Selon un rapport rendu public l'an dernier, les colonies ont rapporté à la famille royale l'équivalent de 545 millions d'euros. Les Pays-Bas ont procédé à la traite d'environ 600 000 Africains, principalement vers l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Autre commémoration, la CARICOM, la communauté des Caraïbes, célèbre ses 50 ans d'existence. Un anniversaire qui rassemble à partir d'aujourd'hui tous les pays membres à Trinidad et Tobago. C'est là en effet qu'est née le 4 juillet 1973 cette organisation régionale. Le reportage de Michel Gendre. La communauté des Caraïbes a un demi-siècle. Pour souffler les bougies, tous les chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Trinidad. En 50 ans, la famille s'est bien élargie. L'organisation est née de la volonté politique de ces 4 chefs de gouvernement. En 1973, la Barbade, le Guyana, Trinidad et la Jamaïque portent sur les fonds baptismaux la CARICOM en ratifiant le traité fondateur. Ils sont rejoints au fil du temps par toute une kyrielle de pays. La CARICOM, c'est aujourd'hui 15 États membres et 5 membres associés, dont une majorité de pays anglophones. Mais pas seulement. L'organisation, qui s'étend du Guyana sur le continent sud-américain jusqu'aux Bahamas au nord de l'arc, compte dans ses rangs le Suriname et Haïti. Il y avait un besoin dans notre région d'élever le niveau d'intégration afin de permettre au pays d'avoir un plus grand espace dans lequel se développer. Et donc on est passé d'une zone de libre-échange à une communauté. Ce n'était pas qu'une question d'échange de biens et services. Il s'agissait de mouvements de personnes. Il s'agissait de collaboration dans les domaines de la santé et de l'éducation. Des institutions clés naissent de cette alliance politique. On peut citer l'Agence caribéenne de la santé, qui a montré son efficacité lors de la pandémie. Il y a aussi le CDMA, l'Agence de gestion des urgences. Un réseau interrégional de soutien indispensable lors des catastrophes. La CARICOM a aussi sa banque de développement, mais l'organisation peine depuis 50 ans à lever ses barrières douanières et mettre en place son marché commun. Chacun est pourtant bien conscient de son utilité. Ce n'est pas une union parfaite ni une organisation parfaite. Il y a de nombreux défis à relever. Mais quand vous regardez la CARICOM sous l'angle des défis mondiaux auxquels sont confrontées nos nations respectives, nous pouvons tous conclure que nous ferons mieux collectivement qu'individuellement. Face aux nouveaux enjeux tels que le changement climatique, la criminalité ou la prolifération des armes, les États membres sont bien conscients que la CARICOM est indispensable. Et pour marquer cet anniversaire, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a fait le déplacement à Trinidad. Le secrétaire général des Nations Unies aussi, Antonio Guterres, qui revient d'une visite en Haïti ce matin à Port-au-Spain. Il a renouvelé son appel à l'aide pour Haïti. Il invite la communauté internationale à envoyer d'urgence une force de sécurité pour aider la police haïtienne. Écoutez. J'arrive d'Haïti, où la situation sécuritaire se détériore rapidement et où les besoins humanitaires augmentent. Je réitère mon appel à tous les partenaires d'augmenter leur appui à la police nationale d'Haïti, soit en finançant de l'entraînement ou en fournissant de l'équipement. C'est pour cela que j'ai préconisé le déploiement d'une force de sécurité internationale autorisée par le Conseil de sécurité. Une force capable de coopérer avec la police nationale d'Haïti afin de démanteler les gangs qui ont créé une violence sans précédent. Je note que les pays d'Afrique, comme les pays de la Caraïbe,
ont manifesté leur disponibilité à participer à cet effort. C'est le rendez-vous sportif à ne pas rater. Demain soir, la sélection de football de Martinique joue son ticket pour les quarts de finale. La tâche ne sera pas facile, il faudra vaincre le Costa Rica pour espérer continuer l'aventure américaine. Raphaël Luce. La sélection de Martinique n'a plus droit à l'erreur. Après la défaite face au Panama, les hommes de Marcola ont eu 3 jours de préparation pour ce match décisif face au Costa Rica. On sait que nous, il faudra que les 11 joueurs qui vont débuter, plus les joueurs qui vont rentrer en cours de match, soient à 100% de leurs possibilités pour nous donner une chance de battre cette équipe. Actuellement, deuxième du groupe C, les Martininos ne doivent pas perdre. Plusieurs scénarios sont envisageables. Une victoire serait l'idéal, mais un match nul pourrait aussi arranger les affaires des Martiniquais. L'autre match du groupe opposant le Panama au Salvador sera scruté avec attention. Les coéquipiers de Brighton Labo et Kevin Fortuné sont conscients de l'enjeu que représente cette dernière journée de phase de groupe. Il faut s'appuyer sur notre solidarité, notre efficacité aussi, qui nous a permis aussi de marquer des buts et de ne pas encaisser de buts non plus. Donc ce sera à nous de garder aussi cette confiance les uns envers les autres. Et je pense que si on arrive à faire ça, on peut créer une belle surprise. On va juste essayer de continuer de faire ce qu'on fait de mieux depuis les qualifications. Et ça devrait le faire. Une qualification en quart de finale pour la Martinique après 21 ans, c'est ce que les Martininos espèrent afin de rejoindre le Mexique ou le Qatar samedi prochain. Et on termine en beauté avec Meryl qui continue de mettre le feu sur les scènes de l'Hexagone. Elle est en tournée depuis mars dernier et elle était ce week-end au festival Les Eurokéennes de Belfort. Une visibilité inédite pour la Martiniquaise. Reportage de Nathalie Sarfati et Massimo Bulgarelli. Son dernier titre, Jack Sparrow, est sorti il y a 4 mois et déjà il affiche près de 2 millions de vues. Meryl est aujourd'hui une valeur sûre. Le festival Les Eurokéennes de Belfort ne s'y est pas trompé en invitant la chanteuse martiniquaise à jouer sur la grande scène de la plage. Une visibilité gratifiante pour celles qui enchaînent plus de 40 dates dans l'Hexagone. Je considère les artistes comme des ambassadeurs, donc on est en quelque sorte des porte-parole de ce qui se passe là-bas, des réalités de ce qui se passe là-bas et on se sert de la musique pour propager tout ça. Donc c'est cool et ça peut être que positif pour nos territoires. Depuis ses débuts en 2013, Meryl a affiné son style. Le public adhère au flow en créole de cette artiste complète, autrice, compositrice, qui parvient à faire le plein sur les plus gros festivals, à l'instar d'un groupe comme Kassav. Jacob Desvarieux et Kassav, ils ont couru pour que nous on puisse marcher et que la prochaine génération puisse voler, tu vois. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, mais qui porte ses fruits aujourd'hui. Et nous, on continue le combat en montant des structures. Plus les années vont passer, plus on sera force de proposition. Et puis l'héritage qu'on a eu est tellement fort que c'est sûr qu'on va dominer le monde. Après une année difficile en 2022, Meryl est repartie de plus belle avec son album Aux Aurores. L'adversité n'aura pas eu raison de cet acharné de travail qui veut montrer qu'elle est à sa place. Ce qui anime mon œuvre en général, c'est l'ambition, c'est le fait justement de sortir de là où on est et puis montrer au monde qui on est et ne pas avoir peur de penser grand, de dire que tout est possible. La tournée continue, elle passera par la Martinique avec 3 dates fin septembre et surtout une date au Zénith de Paris en 2024. Et avant de clôturer ce journal, un mot de la vigilance jaune en cours sur le territoire. Prudence, surtout en mer et aux abords des côtes. Voilà, c'est la fin de votre journal local. Je vous en rappelle le titre principal. Les urgences au ralenti aujourd'hui. Le personnel entame un mouvement de grève. Il dénonce un manque de lits, de civières, de médecins. La mobilisation est aussi nationale et elle devrait durer 2 jours. Restez avec nous pour le journal national et international. À tout de suite.